Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans cette première conférence inspirationnelle. C'est une formule un peu nouvelle pour Supply Chain Event où on veut justement, au-delà des retours d'expérience, parler un petit peu dans le fond de différentes problématiques sectorielles de la supply chain. Et le premier secteur qu'on va aborder, c'est celui de la défense. Donc là, on va parler de l'innovation en supply chain dans le domaine de la défense et de l'importance de la supply chain au niveau stratégique dans ce domaine-là. On va parler BITD. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait, base industrielle et technologique de défense. Ça, c'est tout l'écosystème des industriels autour de la défense et voir un peu comment, justement, de manière collaborative, on peut faire travailler tous ces gens ensemble au service du client qui est l'État, qui est nous. Et puis, voilà. Donc, je vais faire attention un peu aussi au timing parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Je vais passer la parole tout de suite pour introduire un peu tout notre panel parce que c'est lui qui est à la manœuvre en fait sur cette conférence, Élie Saint-Charles. Donc je vais lui passer la parole. Il est chef du bureau ingénierie logistique de la DMAE, donc la DMAE, la direction de la maintenance aéronautique. Bon, Élie, je vais te laisser un petit peu présenter nos invités, puis après je reviendrai pour les différentes sessions. Merci Jean-Luc. Déjà, merci à vous tous d'être présents. Le fait que le ministère des Armées soit aujourd'hui au sein de Supply Chain Event, c'est un message parce qu'on évolue beaucoup. Il y a une transformation de fond du ministère des Armées et la supply chain a un rôle crucial. On va essayer de le démontrer. Et deuxième chose, les bonnes pratiques du privé, les bonnes pratiques de ce que l'on fait dans le monde industriel, eh bien, aussi infusent au sein, du ministère des Armées. Alors, on a souhaité effectivement donc 3 axes. Donc, c'est une vraie opportunité avec 3 volontés, donc avec des invités qui vont se présenter. Alors, premier point, l'idée, c'est de donner une vision géopolitique, géostratégique de la situation actuelle, donc, et comment ça impacte la supply chain. Donc cette vision, l'amiral Canal saura vous l'apporter de manière précise. Deuxième point qui est important au-delà de la vision, c'est le thème de la collaboration. On a parlé de BITD. Ce sujet-là, et en supply chain, il est essentiel parce que ça conditionne la performance globale, l'adaptation, la flexibilité, l'agilité du ministère. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vais demander à Laurent Quin de Safran, un de nos principaux industriels, d'être là pour porter sa contribution à cette transformation-là. Et le troisième point, donc vision, collaboration, data. Parce que la data, on va le voir, elle est au cœur de la mécanique. Elle est vraiment la grande richesse que l'on doit porter. Et data et système d'information. Et en ce sens, Sébastien Fabre de Soprasteria, il est au cœur de la mécanique. En plus, il a la très bonne connaissance du ministère des Armées. Et donc, il donnera aussi son approche des deux. Donc, une vision, collaboration, richesse de la data et au cœur de ça, la supply chain. Donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui de faire. Et on en profite aussi pour dire que pour récompenser les acteurs majeurs qui, durant ces années, ont contribué à la performance de la supply chain. Et on en profitera pour remettre 2 prix tout à l'heure. Un prix sur le système d'information pour un acteur majeur et qui nous a énormément aidé et qui va beaucoup nous aider dans cette transformation. Et ensuite, un prix sur la technologie supply chain. Alors, je reprends juste pour dire qu'il y a aussi François Durieux sur la partie supply chain, donc d'Argon & Co, associé chez Argon & Co, qui va pouvoir nous donner aussi, justement, avec son expérience, le paysage des chantiers supply chain dans le domaine de la défense. Donc, je vais laisser la parole tout de suite au contre-amiral, au contre-amiral de réserve, mais contre-amiral quand même. Amiral.
Vous avez passé 37 ans dans le domaine de la défense. Maintenant, vous êtes, depuis 7 ans, finalement, un consultant supply chain. Tout à fait. Vous accompagnez les clients donc, dans la société Surfeo. Donc, Pierre Canal, je vous laisse la parole. Vous avez 10 minutes 15 minutes. 15 minutes. Parfait. Hop. Alors, on va commencer par placer le théâtre de la géostratégie mondiale et finalement de la supply chain. La supply chain a à voir légèrement avec l'économie. L'économie, c'est un peu l'histoire des échanges de biens entre les humains à ce stade, en attendant les surhumains. Et le théâtre, c'est ce qu'il y a à l'écran. Donc, déjà, la supply chain, dans sa structure d'échange entre les agents économiques, ne peut pas se placer ailleurs que sur un théâtre mondial, le même que celui sur lequel les armées aujourd'hui réfléchissent, interviennent et préparent le futur en garantissant la paix, ce qui permet la tenue de ce salon. Alors, est-ce que c'est une nouvelle affaire, une découverte récente, ou est-ce que finalement, toute notre histoire n'est-elle pas inscrite dans ce lien très fort entre la supply chain et les armées? Donc là, je vous renvoie à Mare Nostrum, la mer Méditerranée. Pour nous, les Européens, c'est celle qui nous a structurés, qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui culturellement. Un général grec de l'armée de terre, Thémistocle, essaye de sauver les Grecs de l'invasion du Heartland de l'époque, nos amis perses. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'attaquer la supply chain de l'agresseur perse par le biais d'une marine de guerre dont le premier but est de détruire la supply chain de soutien de l'agresseur. Donc, pour faire court, toute ma carrière de marin, je la dois à cette nécessité de protéger la supply chain et les échanges économiques du monde libre. Et d'ailleurs, dans ma carrière, les 5 grandes interventions sur porte-avions que j'ai pu faire ont toutes été tirées par la volonté de protéger une supply chain pétrolière, gazière, de liberté de communication dans certaines zones de la Corne de l'Afrique ou de libre-échange. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Nous ne sommes que les résultats de la volonté d'échange des hommes libres et c'est pour ça qu'on a créé la marine. C'est un raccourci, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Vision des échanges, justement, sur ce monde. Vous avez ici, pour chaque petit point, un bâtiment à la mer qui transfère du fret et éventuellement des hommes et des femmes, mais principalement du fret. Des ordres de grandeur, 90% des échanges en volume, c'est par la mer qui sont transportés. Et ils vont d'où à où? D'un port à un autre port. Et il n'y a pas un nombre infini de ports sur la Terre. Donc, stratégie, les ports sont des choses importantes à connaître, à défendre. Les routes maritimes, vous voyez qu'on n'est pas n'importe où. Il y a des zones denses, il y a des zones moins denses. Donc, ces routes-là sont des routes dont il faut garantir la libre circulation. On est au cœur de la stratégie militaire, entre autres maritime. Dernier point, en termes d'argent, 80% des échanges en valeur sont aujourd'hui encore transportés par voie maritime. Alors vous allez vous dire, c'est normal, c'est l'amiral, il fait de la retape pour son armée. Non, en fait, c'est la physique. Et donc, ce que je voudrais sur cette planche, c'est vous rappeler les choses qui sont là. Regardez en bas. Qu'est-ce que vous avez en bas? En bas, vous avez les profils des structures qui transportent nos biens. Donc, vous reconnaissez peut-être un petit car là-bas, un petit semi-remorque qui est sur nos autoroutes, même le dimanche. Vous avez un magnifique Airbus A380, vous avez vu ça à son profil. On vous a mis mon cher porte-avions Charles de Gaulle, sur lequel j'ai servi pendant quelques années, le Queen Mary 2 et le plus grand des tankers transporteurs de pétrole. Les échelles là vous permettent de comprendre pourquoi 90% se fait par la mer et le reste par les airs et par la terre. C'est la physique. Newton pour transporter les véhicules, la friction, les moteurs. Archimède donne un avantage incroyable aux marins, de manière à transporter des masses considérables. Et malheureusement, Bernoulli a bien du mal, et je suis un ancien aéronaute, un marin du ciel, à pouvoir transporter les mêmes volumes par les airs. Donc là aussi, les fondamentaux, ceux sur lesquels les armées s'appuient, les transports économiques de demain
et dans 50 ans, je vous le dis, parce que je suis très très fort, seront toujours majoritairement par voie maritime. Et d'autant plus par voie maritime que certains glaçons vont fondre. Entre autres, les glaçons du Nord. Dernier point, il y a un génie peu connu, il s'appelle McLeans, il a inventé le container. J'aimerais au moins que vous sachiez ça à la fin de la conférence. C'est McLeans qui a inventé le container. Et aujourd'hui, la plupart des biens, vos téléphones portables que vous regardez pour prendre des photos, tout ce que vous êtes en train de faire, ça arrive par conteneur. 20 pieds, 40 pieds. On a tout standardisé. Et ça, c'est McLean, qui est peu connu aujourd'hui, qui l'a inventé. Réalité économique. Dernière carte mondiale. J'ai parlé du physique, j'ai rappelé la physique. Bien évidemment, la supply chain, c'est aussi des échanges d'informations. Et ces échanges d'informations, à nouveau, si je grillais tous les satellites qui orbitent autour de la Terre, seuls 10% d'entre vous perdraient leur capacité de pianoter sur leur téléphone. Car 90% des données aujourd'hui échangées se font par câbles sous-marins. Il y a aujourd'hui 434 câbles sous-marins sur Terre. Ils vont d'un point A à un point B qui sont sur la côte. Ces points-là sont-ils stratégiques? Je vous laisse répondre. Qui est capable de dérouler du câble sous-marin aujourd'hui? Les GAFA et la France, qui a conservé une capacité avec un opérateur, un câble-opérateur Orange historique, de dérouler de la fibre. C'est aussi au cœur de la stratégie maritime et de la capacité de la supply chain à être résiliente. Évidemment, derrière, il y a toute la cybersécurité. Et à ce point, je voudrais faire une petite digression sur cette affaire des beepers qui a fait beaucoup couler d'encre et parler avec l'affrontement entre le Hamas et l'armée israélienne et les services secrets israéliens. Ce n'est pas une affaire de cyber, c'est une affaire de maîtrise de la supply chain. Je tiens à vous le dire. Alors évidemment, il y a de la cyber un peu derrière pour déclencher l'explosion. Mais la clé, ça a été identifier les fournisseurs, quitte à en inventer certains, placer ce qu'il fallait au bon endroit et déclencher avec un tout petit peu de cyber les événements à la fin. Donc on est bien au cœur de la maîtrise de la supply chain dans les engagements d'aujourd'hui. Alors voilà la carte sur laquelle on va rester un peu plus longtemps et qui est vraiment, je pense, assez révélatrice du résumé de ce que je viens de dire de manière un peu rapide. Hein, je m'en excuse, mais il faut respecter le timing. J'ai encore 10 bonnes minutes devant moi, mon cher Elie. Voilà une vision qui est sous timbre donc Global Gaia, Globaia.org, qui présente la vision finalement. Alors, tous les points jaunes, c'est là où les humains vivent. Donc plutôt sur Terre, hein, on est d'accord, et plutôt dans des villes. Tout ce qui est vert, ce sont les points des petits camions que vous avez vus tout à l'heure, hein, qui transportent des biens et des personnes sur nos routes. Tout ce qui est point blanc, ce sont tous les avions à un moment donné qui relient 2 aéroports. Et tout ce qui est point bleu, ce sont mes points rouges de tout à l'heure, ce sont les fameux navires qui sont sur l'eau et qui transitent d'un port à un autre port en permanence. Cette carte-là, elle a vécu 2 grandes crises récentes. Le Covid et la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? On a éteint 90% des points blancs. On a éteint 90% des avions. Tac. Qu'est-ce qui s'est passé sur les points verts? On a remis des frontières, on a ralenti la vitesse de transit des biens par voie routière. Demandez aux Anglais la fluidité extraordinaire le lendemain du Brexit. Qu'est-ce qu'on a fait des points bleus? Soyons honnêtes, ils ont bien diminué. 37% des points bleus ont disparu. Et le positionnement des containers de mon ami McLeans s'est totalement réorganisé. Pourquoi? Parce que la première économie du monde s'est arrêtée, celle de la Chine. Et d'autres zones du monde ont continué à vivre. Et les containers, ils vont où il y a de l'économie. Et donc tous les containers sont partis ailleurs. Et quelle est la première nation qui a redémarré après le Covid? C'est la Chine. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les containers de McLean sont retournés en Chine. Et beaucoup d'industriels, peut-être dans cette salle, ont eu des problèmes d'approvisionnement parce qu'il n'y avait plus de containers. Et d'ailleurs, si vous n'avez rien à faire avec votre argent, achetez des containers. C'est très utile. Cette carte est aussi importante parce qu'elle a montré au moment de la guerre en Ukraine que les routes aériennes et que les routes maritimes
ont été remodelés, modifiés, réorganisés. Alors, soit vous subissez, soit vous anticipez. Là, je reviens d'un voyage en Chine. Mon vol aller a survolé certains pays. Mon vol retour n'a pas survolé ces mêmes pays. Adaptation immédiate du transporteur à la situation géopolitique. Ça, c'est quoi? Supply chain, ça veut donc dire adaptabilité. Capacité à s'adapter aux évolutions parfois très court terme de la géopolitique ou des données militaires. Enfin, cette carte permet aussi de bien comprendre que combien de sociétés aujourd'hui présentes sur ce salon sont capables de dire les points verts, blancs, bleus et même jaunes qui concernent leur activité stratégique. Qui connaît sa supply chain? Dans les 7 ans que j'ai fait depuis que j'ai quitté le ministère, entre autres avec mes amis donc de Surfeo, la première question lorsqu'on est en audit stratégique, c'est: est-ce que vous avez identifié votre supply chain? Oui, oui, j'ai la liste des fournisseurs, allez voir Raoul. Non, non. Est-ce que vous avez une approche stratégique de vos fournisseurs? Est-ce que vous les avez identifiés? Est-ce que vous les connaissez sur le plan du capital, de l'autonomie stratégique, du financement? Ah, ils ont été rachetés par des Américains et vous ne le saviez pas. D'accord. Et vous connaissez les rangs 2 et les rangs 3 de vos fournisseurs? Alors, je vous dis ça, évidemment, vous allez vous dire, dans la défense, on est des gens sérieux, donc on maîtrise totalement notre supply chain. Donc, on va être tout à fait honnête. On a fait une mission pour un opérateur qui s'occupe d'électricité en France. Je ne vous dirai pas son nom. Maîtrise totale des rangs 1, maîtrise totale des rangs 2. Il y a du travail au rang 3 et il y a une grosse inconnue au rang 4. Et est-ce que vous savez quel est le rang de la supply chain qui porte 90% de l'obsolescence aujourd'hui dans notre monde? C'est le rang 7. Je vous laisse méditer sur ces 2 informations. Bon, on va redescendre sur Terre après cette présentation un peu globale. On veut quand même revenir aussi sur un sujet pour lequel j'ai beaucoup souffert quand j'étais aux affaires, avec mes camarades militaires, entre autres, qui sont en face, là, et qui sourient. La notion de stock. Donc, je rappelle, le stock, c'est vilain, ça coûte cher, c'est une charge comptable. Et M. Migaud, à la Cour des comptes, quand il a reçu le capitaine de vaisseau Pierre Canal, il lui a dit que c'était scandaleux qu'il y ait 22 giga-euros de stock, avant que Elie fasse un peu de ménage, au sein des stocks aéronautiques des armées. Et d'ailleurs des ministères de l'Intérieur et autres. Or, la notion de stock pour un militaire, ce n'est pas du tout ce que je vous ai dit avec humour en introduction. La notion de stock pour les militaires, ça part d'un constat très ridicule et très physique. C'est qu'un avion, son activité, même pour mon ami le Rafale, même pour l'Atlantique 2, dont j'étais commandant de base, c'est entre 1 heure et 12 heures. Un avion civil, ça peut faire des vols un peu plus longs, n'est-ce pas, mon cher Laurent, mais c'est de la même nature. On est sur quelques heures. L'avion militaire, quelques heures. Un guerrier dans son char, un fantassin débarqué, ou un bâtiment à la mer, on va compter ça en jours de mer, éventuellement en mois de mer, et en semaines d'intervention et en semaines d'engagement opérationnel, en préparation et en engagement. Ça consomme tout ce qui est à droite. On brûle des heures de vol, on crame des radars, on fait sauter des systèmes de détection de départ missiles, on jette des bombes sur les objectifs, on récupère des trous sur des structures métalliques qui protègent les fantassins avant qu'ils soient débarqués, et éventuellement on abîme les coques de nos bâtiments à la mer en étant sous le feu de l'ennemi. On brûle donc notre potentiel sur un cycle en jours et en semaines. Et quand on regarde de l'autre côté, des gens qui nous ont fourni ces matériels, ces avions, ces chars, ces bâtiments, ces radars, ces systèmes informatiques qui sont sous-jacents à tous ces systèmes complexes, eh bien, ils sont conçus sur des cycles qui vont de 2 à 12 ans. Le Rafale, pour en parler tout à l'heure avec Sébastien, c'était quand même il y a déjà plus de 35 ans. Okay. Idem pour nos amis qui font des munitions, idem pour nos amis qui font des matériels terrestres ou des bateaux. C'est encore pire pour des bâtiments. Hein. On a travaillé sur des porte-avions qui ont eu 45 ans de vie opérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne pouvez pas synchroniser les cycles industriels d'aujourd'hui avec les cycles de consommation militaire d'aujourd'hui et de demain, vous n'êtes pas capable de faire la guerre. Et donc à M. Migaud, à l'époque, je lui dis, Monsieur le Président, ce ne sont pas des stocks, c'est une assurance vie.
Donc aujourd'hui, la supply chain est pensée comme une assurance vie. À bord du Charles de Gaulle, j'avais une voilure complète de Rafale le long d'une porte de séparation entre les deux hangars. Pas parce que je suis un collectionneur compulsif, mais parce que, in case of, on était capable de faire un échange standard de voilure de Rafale marine à bord et de recatapulter l'avion. C'est un choix. On aurait pu ne pas le faire. On aurait été moins libre, moins autonome, moins indépendant. Bon, j'insiste là-dessus, c'est évident ce que je dis, hein, j'en suis navré d'ouvrir des portes ouvertes, mais c'est quand même important de bien comprendre que pour les militaires, la supply chain, c'est vraiment stratégique en nature. Et donc la capacité à renouveler ses stocks, la capacité à les mettre à disposition, la capacité à réparer les réparables en consommant des consommables de manière fluide, continue, rapide, c'est absolument clé. Et là, je ne suis pas en géostratégie exo-atmosphérique, je suis sur la réalité de ce qu'on vit tous les jours avec nos industriels. Et les militaires qui sont passés de l'autre côté sont bien conscients de ces choses-là. Là, je ne vais pas commenter, mais juste pour vous dire, hein, c'est Élie qui m'a passé ces planches qui sont tirées de documents structurants aujourd'hui au niveau de l'EMA pour faire introduire deux choses. Oui, du coup, l'État, nous, les militaires, on achète beaucoup de stocks, beaucoup de matériel en stock. Et ça coûte quand même de l'argent et il faut les faire vivre en configuration. Il est bien évident qu'un matériel acheté au début du NH90, quand vous livrez le 27e de la marine 14 ans après, il y a peu de chances qu'il soit dans la même configuration que le premier. On est bien d'accord. Donc, il faut être capable de faire vivre nos stocks en configuration et en gestion technique. Mais je voudrais aussi vous montrer qu'à droite, les industriels ne sont pas forcément des gens qui devraient être en dehors de la réflexion des stocks. Alors évidemment, ils ont leur stock industriel sur leur cycle à eux. Mais il faudrait peut-être aussi les associer. Je sais que c'est une démarche de mes successeurs aux affaires, hein, puisque je ne suis plus aux affaires, mais clairement, la capacité des industriels à constituer des stocks pour soutenir un effort de guerre qui serait, écoutez bien, de haute intensité, c'est-à-dire du type de ce qui se passe en Ukraine, ça, pour le coup, c'est nouveau. À nouveau, pas de langue de bois. J'ai été pendant 3 ans dans un bureau qui a structuré les LPM, les lois de programmation militaire. On a dit, voilà ce qu'il nous faut. Ça, c'est le B, c'est les besoins. En face, il y avait les ressources. Pas de politique, les ressources sont systématiquement inférieures aux besoins. Est-ce que les munitions sont utiles pour les militaires? Allez, on répond oui, juste pour voir. Qu'est-ce qu'on a fait sur nos stocks de munitions? On a dit, on n'a pas l'argent pour les acheter aujourd'hui. C'est une contrainte économique qu'il faut prendre, hein, parce qu'on est des gens raisonnables au niveau du ministère des Armées. En revanche, on va mettre en place une clause de remontée en puissance. Donc demain, on aura l'argent et demain, on sollicitera la supply chain des industriels de l'armement pour fabriquer ces munitions. Et est arrivée l'Ukraine. Et est arrivée la mise en application de la clause de remontée en puissance. Et 2 ans et demi, 3 ans après, on commence à produire des obus de 155 mm en France, à la hauteur des besoins d'1 mois d'engagement en Ukraine. À nouveau, je ne suis pas dans la critique, hein, surtout pas. Avec mon statut, je n'ai pas le droit. Je suis dans le partage de la réalité versus les plans. On passe vite sur cette planche, juste pour vous dire que les militaires sont sérieux, qui définissent des niveaux sur leurs différents stocks, et que ce qui est important, c'est d'être capable d'avoir l'information qui permet de passer d'un niveau à un autre en déclenchant donc les flux logistiques de recomplètement. Et donc derrière, le lien avec les données, qui doivent être de qualité, et avec les systèmes d'information qui doivent permettre de mesurer la réalité de nos existants. J'en dirai pas plus, puisque c'est l'objet des tables rondes qui suivent. Une réflexion générale sur nos matériels. Et là, pour le coup, je vais être à 180 degrés de ce que m'a demandé Élie sur l'innovation. C'est volontaire. Nos matériels, on les conçoit il y a longtemps, on les développe, on les produit et on les exploite très longtemps. Moi, j'ai exploité des Alouettes 3 marines qui étaient plus vieilles que moi. J'ai été chef des services techniques d'un avion Alizé qui était plus vieux que moi. Et l'armée de l'air a mis en œuvre des avions qui étaient plus vieux que pratiquement tous les généraux de l'armée de l'air au moment où ils étaient encore en activité. Ça, c'est important, le cycle de vie est très long. Qu'est-ce qui coûte cher? C'est la phase d'exploitation. 62% des coûts, tout mélangé, hein, porte-avions, chars, avions, quand on mélange tout, parce que c'est variable en fonction évidemment de l'objet, mais globalement, 62% de l'argent, donc un petit 2/3, c'est sur la phase d'exploitation. Donc sur le maintien en conditions opérationnelles, sur le MCO.
Et donc là, le message qui est derrière, c'est que tous les outils qui nous permettent de bien dimensionner le système de soutien, et je crois peut-être qu'un des acteurs tout à l'heure qui sera récompensé est en lien avec cette capacité à modéliser le système de soutien, c'est quelque chose de fondamental. Hein, dernier témoignage, coup de cœur, on est 3 personnes du soutien sur cette table ronde, hein, clairement, en termes de culture. Les militaires ont un défaut, c'est qu'ils veulent plus de matériel. Ils veulent plus d'avions, plus de chars, plus de bateaux. Et souvent, les gens du soutien, on est des emmerdeurs. On est des empêcheurs d'acheter des matériels, puisqu'on demande de prélever une partie de la ressource pour garantir le soutien de l'existant. Or, vous avez vu la courbe, et c'est fondamental d'avoir un soutien à la hauteur des matériels. Une remarque, les armées depuis 20 ans, et la DGA, qui est remarquable dans ce domaine-là, spécifie la performance des systèmes qu'on va acheter. On a beaucoup plus de mal à spécifier la performance du système de soutien. Et pourtant, ça porte les 2/3 des coûts. Donc il y a bien une réflexion intellectuelle à avoir. Spécifions et mettons de l'argent et des outils et des données et du retour d'expérience, entre autres les ASD, hein, toute l'approche 1000D, 2000M, 3000L, 4000P, 5000F, feedback et 6000T pour le training. C'est des choses fondamentales de cet écosystème. On va bientôt conclure. Juste pour introduire ce qui va suivre, la complexité du MCO aéronautique. Voilà, il y a un avion avec tout le catalogue qui est derrière, toutes les pièces qu'il y a derrière, le niveau de détail qui est absolument indispensable. Hein. Je rappelle, on a failli perdre un avion parce que la post-combustion ne marchait pas sur le porte-avions sur un Rafale. C'est un sous-traitant de rang 6 qui était impliqué sur le traitement d'une lame métallique qui sert à couper le flux d'admission du carburant qui va dans le canal de réchauffe du Rafale. Et c'était le polissage de cette pièce qui avait été changé par un processus industriel entre le 1er et le 10 du mois sans qu'aucun processus de contrôle n'ait été mis à jour. Pour le voir, il a fallu descendre au rang 6 ou 7, je ne sais plus, 6 de la supply chain. Et il y avait un pilote dans l'avion. Dernier point, les données du MCO aéronautique, pour faire le pont avec mes camarades tout à l'heure qui parleront de données, elles ne sont pas que des données logistiques, supply chain égale logistique, mais également des données techniques, des données de contrat. Parce que c'est bien beau, mais il faut les acheter, les pièces. Et on ne peut pas les acheter si elles ne sont pas sur un catalogue, si on ne peut pas les commander. Et elles sont aussi évidemment comptables. Hein, là, je m'incline devant M. Migaud. À l'époque, à la Cour des comptes, il faut être capable de rendre compte de ce qu'on fait, de ce qu'on dépense. Et il faut gérer tout ça en continuité à l'intérieur de nos ministères, ce qui vole, ce qui roule, ce qui flotte, mais également avec l'écosystème industriel. Et là, le mot-clé, c'est continuité. Et enfin, on revient... Ah pardon, il a enlevé. Bon. Et donc, fin de la présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vraiment, je pense que vous vous applaudir. Moi, vous avez dit 10 bonnes minutes, on en est un peu plus, 15 bonnes minutes. Mais je pouvais pas vous couper. Honnêtement, on a appris plein de choses. Je vais passer directement la parole à Élie Saint-Charles vraiment sur la partie justement planification, simulation et innovation en supply chain, là, pour le coup. Alors, juste, on va aller relativement vite dans les planches. J'en ai prévu un peu beaucoup, aussi pour laisser la table ronde fonctionner. Première définition, parce que je vais parler effectivement de la DMA, la direction de la maintenance aéronautique, à laquelle j'appartiens, qui a un rôle, on l'a vu tout à l'heure, extrêmement important. Donc ce maintien en condition opérationnelle, c'est la mise en œuvre de l'ensemble des moyens techniques, humains, etc., pour pouvoir assurer, et ça c'est l'objectif très important, la disponibilité des aéronefs. On n'est pas dans le monde civil où on cherche un objectif de profitabilité. Nous, c'est la gestion des opérations. Alors, quelques données sur la DMA, mais ce qui est important à comprendre, c'est les flux, le nombre d'aéronefs, la variété des aéronefs, le nombre de systèmes d'information qui est extrêmement important, et surtout, on l'a dit tout à l'heure, 20 milliards d'euros de stock. Il n'y a pas une entreprise industrielle dans le monde qui détient un tel volume de rechange et de stock. Donc, ce qui souligne bien la nécessité
de bien gérer ses stocks, de bien les piloter et de les optimiser. On parlera tout à l'heure de modélisation. Alors les objectifs, je vais aller rapidement aussi dessus, hein. C'est bien évidemment satisfaire les besoins opérationnels définis par les états-majors, c'est d'être au rendez-vous des opérations, c'est évidemment, et ça c'est le rôle de la supply chain aussi, c'est d'améliorer la performance du MCE hermétique, et je parlerai d'efficience avec de la productivité. Et puis un point important, c'est l'innovation, qui est le moteur de cette performance sur le long terme, et la navigabilité. Alors, je voulais mettre cette planche-là parce que oui, le sujet est complexe, et quand on parle de supply chain, on parle de VUCA. Hein. On a dit tout à l'heure le nombre de références. On a 320 000 références en stock, 500 000 familles de références et 1,2 million RACE. Donc c'est une vraie complexité à gérer, avec effectivement un enjeu technologique, BITD, etc. Je reprendrai la phrase du chef, hein, général Thierry Bucart, qui dit « Il faut gagner la guerre avant la guerre ». Donc on est vraiment dans des sujets de prévision, de pilotage, de simulation, et on va y arriver directement. Donc, alors, toutes les planches, on va avancer. Donc, sur ces sujets-là, donc on rappelle bien les 20 milliards d'euros de stock. Donc, il faut développer l'expertise et le pilotage de l'information. Il faut mieux collaborer. Donc, ça, c'est le sujet qu'on va voir tout à l'heure. Il faut viser une disponibilité maximum. Et puis, dans le cadre donc contractuel, il y a une vraie dynamique de collaboration avec les industriels sur le long terme. Donc, c'est le sujet de la verticalisation et de l'externalisation qui a eu lieu à la DMAE. Et puis, c'est un vrai savoir-faire technique qu'il va falloir construire, transformer. On va parler tout à l'heure de l'outil de modélisation, l'outil de simulation. Et c'est une expertise qu'il faut mettre en œuvre dans une logique de haute intensité. Alors, je vais un peu vite pour essayer de gagner un peu de temps. Donc, le premier point qu'il va falloir voir et que j'aime bien imager de cette façon-là, alors moi, quand je donne des cours, je parle souvent de la loi de Plössl, hein, qui a une corrélation très forte entre la vitesse des flux et la performance ou la profitabilité. Vous imaginez bien que si la donnée n'est pas bonne, on ne va pas vite et on n'est pas efficace. Et de surcroît, on ne sait pas gagner dans les opérations. Deuxième point, il faut aussi planifier, faire des hypothèses. On est dans un point A, il faut aller dans un point B. Il y a des schémas extrêmement compliqués. Et pour ça, ce n'est pas le papier et le crayon, il faut des outils. On a un exemple en bas de ce qu'on appelle une configuration de supply chain. Il y en a plein comme ça. La réalité, c'est que c'est hyper complexe. Donc, on a besoin des outils qui donnent de la visibilité dans le pilotage des opérations. Alors oui, donc sur les sujets d'innovation et la supply chain, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés à 360 degrés, que ce soit les systèmes d'information, le RFID, avec les IoT, EDI, on en parlera tout à l'heure, donc de la numérisation. Il y a des sujets qui m'intéressent beaucoup plus, on va en parler à 18h dans la remise de prix, des sujets de no-code, low-code, d'intelligence artificielle, de process mining. On n'entend pas trop parler de ça, mais ce sont des vraies tendances de la supply chain qu'il va falloir intégrer dans notre domaine militaire. Et puis, je citais deux entreprises, Opus 8, on va le voir tout à l'heure, et puis DataIQ dans le traitement de la donnée. Alors, les deux grosses tendances que l'on doit intégrer en supply chain, et je reprends Gartner, hein, qui est ma référence, c'est il identifie que les futures technologies seront liées à la planification, plus haut que le SNOP, on parle aussi de supply chain planning, de modélisation, de simulation, et d'intégration, évidemment, de l'intelligence artificielle, du machine learning et les données. Donc ça, c'est les deux grosses tendances qui sont reprises par les deux grands projets de mise en œuvre de la modélisation via Opus, et puis ensuite avec le traitement de la donnée. Donc Opus 8, je voulais en parler parce que c'est un outil qui est extrêmement important dans le futur. Et ma conviction, c'est ma conviction, et je me bats pour ça en interne, extrêmement important pour la modélisation, donc l'optimisation des stocks, le dimensionnement, on en a beaucoup parlé. La simulation, les états-majors définissent des configurations, des gabarits d'hypothèses. Il faut les mettre en œuvre et les simuler à travers ces outils-là. Et puis ensuite, la meilleure maîtrise des coûts, l'optimisation des coûts. Donc c'est trois
gros blocs fonctionnels qui sont mis en œuvre par cet outil. Alors, on parle de jumeaux numériques. L'idée, c'est de passer d'une façon un peu artisanale de simuler à une manière extrêmement professionnelle avec effectivement cette notion de jumeaux numériques. Alors, cette planche-là, elle est importante parce qu'elle remonte, elle identifie bien les 3 axes importants. La fiabilisation de la data. Moi, j'ai l'habitude de dire en supply chain, il y a 3 objectifs, la data, la data, la data. Donc, il y a ce vrai gros enjeu avec une notion de collaboration avec les industriels qui disposent d'une partie de cette data. Deuxième point, un contrôle, donc avec l'outil Business Intelligence Click qui est aujourd'hui déployé au sein des armées pour contrôler les opérations, cette control tower qu'il faut mettre en œuvre. Et puis, le sujet, c'est le pilotage avec le challenger et surtout collaborer avec les industriels autour d'une plateforme, ce type d'outil qui nous permet de mieux piloter les flux. Alors, c'est une image de l'outil Opus. Alors, je ne sais pas si vous, certains, évidemment, les experts Opus qui sont juste devant de chez nous. C'est juste pour montrer la notion de numérisation, de digitalisation des flux, de l'organisation. Donc ça, c'est le référentiel organisationnel. Donc ça se paramètre dans l'outil et on voit toutes les relations avec les délais, les transports latéraux, etc. On a besoin de cette complexité. Donc ça, c'est une complexité, mais on a besoin de le simuler pour ensuite générer toutes nos hypothèses. Et là, vous imaginez bien que lorsqu'on est dans un conflit, l'objectif, ce n'est pas d'optimiser, mais c'est de disséminer les stocks. Voilà, de ne pas les mettre dans un endroit unique. Donc là, on peut aussi planifier avec cet outil-là. Je voulais montrer aussi des images liées pour concrétiser un peu à différentes hypothèses, scénario 1, scénario 2. Donc vous avez un certain nombre d'ABAC où l'outil va permettre d'optimiser la meilleure situation. J'essaye d'aller vite. Une autre image, un point important, c'est de dire on a une frise temporelle. C'est lorsque je mets en place une organisation, comment va évoluer la disponibilité des systèmes. Et donc, on peut choisir, on peut optimiser aussi cette disponibilité dans le temps. Et puis un exemple concret, hein, alors je ne citerai pas l'entreprise, etc., mais donc c'est de l'envoi de matériel donc en Ukraine. L'idée, c'est que la première approche qui avait été faite, donc globalement, nous a permis d'optimiser avec Opus et donc de ramener, de mieux identifier les vrais matériels à envoyer en Ukraine et ce qui amène effectivement une meilleure disponibilité. On voit que l'offre initiale, on avait une disponibilité d'ailleurs dans le temps qui descendait et qui était moins bonne. Et puis au final, le premier jet d'optimisation nous a permis de trouver des solutions d'optimisation de la supply chain qui garantit une meilleure disponibilité dans le temps, une meilleure résilience. Donc en clair, l'outil donne cette visibilité et ce professionnalisme avec des gains que je rappelle est particulièrement important. Je voulais ensuite faire un focus sur DataIQ. On est en train de démarrer une collaboration sur l'intégration de l'intelligence artificielle, très important, sur différents items de planification et de livraison. Et le dernier point que je voulais aborder, on parlait d'innovation et on parle, j'allais dire, de pilotage. On en a parlé tout à l'heure, c'est dans l'économie de guerre, un chantier important, c'est la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Tu l'as parfaitement illustré avec plein d'exemples, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais ce qui est extrêmement important, c'est la cartographie. Donc là, je ne sais pas s'il y a le représentant de l'AID, M. Christian, qui travaille beaucoup sur un nouveau projet très important qui s'appelle le Nation View ProdView, qui permet cette cartographie de l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement de supply chain qui, on l'a bien dit, est particulièrement structurante. Alors, il y a un outil que j'aime bien. Alors, je suis aussi membre du jury des Digital Awards qui vont être décernés à 18 h. Et il y a un outil que je n'ai pas eu le temps de noter parce que j'étais ici, mais que j'apprécie énormément. C'est un outil de cartographie à base d'IA. Qui permet d'identifier de manière plus automatisée cette cartographie complexe des suppliers
et donc avec effectivement un recensement, une identification. C'est un outil qui est relativement intrusif parce qu'il va aller chercher dans les réseaux sociaux, il va aller chercher sur Twitter des messages, etc. Il va reconstituer des signaux faibles et ça permet de faire ce gros travail, ce gros travail de cartographie de rang peut-être 6, 7, mais on a besoin d'y aller. Alors, désolé d'avoir été un peu vite, on va laisser, pour laisser du temps, un peu de temps au débat. Merci beaucoup, Élie. Vous voyez, on apprend plein de trucs là. Franchement, c'est pas tous les jours qu'on voit, qu'on touche du doigt la supply chain, les problématiques de la supply chain des armées. C'est vraiment super intéressant. C'est pour ça que là, on va justement passer à cette mini table ronde. Donc, on a à la fois des représentants de la BITD, des industriels, puisque avec Safran, là, vous êtes Laurent Aquin, vous êtes directeur grand compte chez Safran Électronique, Défense et Avionique. Moi, je voulais savoir un petit peu, est-ce que, on n'a pas tellement prononcé le mot de ramp-up. C'est vrai que ça, c'est plutôt un mot qu'on utilise dans l'aéronautique. Mais là, aujourd'hui, on parle justement de réarmement, de haute intensité, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette réalité-là chez les industriels? On est en situation de ramp-up. Et comment on fait dans ce domaine spécifique de la défense pour y arriver? Bien, bonjour, je suis Laurent Aquin. J'appartiens à Safran Electronics and Defense. Je suis dans le cœur du support client, à la fois civil et militaire. Donc là, aujourd'hui, on parle de militaire, mais finalement, les problématiques de supply chain sur le civil sont là également. On a vécu une période très difficile qui était la période Covid, qui a complètement perturbé la supply chain. Aujourd'hui, l'activité aérienne, qu'elle soit civile ou militaire, est revenue à un régime nominal, voire au-delà même du Covid, et la supply chain n'est pas encore venue, elle, à son régime nominal. Le deuxième élément, c'est l'arrivée de l'avènement de la transformation digitale avec l'intelligence artificielle, qui est venue complètement bouleverser également les modes de fonctionnement, les méthodologies, les ressources humaines qui doivent s'adapter. Et donc, il a fallu s'adapter. Il a fallu s'adapter à tous ces éléments-là. Et notamment avec la data, on en a parlé tout à l'heure, il a fallu répondre aux exigences spécifiques de chaque client. Une compagnie aérienne comme Air France ou Qatar, ce n'est pas les mêmes exigences qu'un client opérateur d'hélicoptère qui est en France ou en opération. Donc il faut vraiment s'adapter. Il faut capturer toutes les données utiles et nécessaires pour pouvoir customiser les modèles pour les clients de manière à les satisfaire pour répondre à leurs exigences opérationnelles. J'ai personnellement modélisé avec la suite Opus en particulier, parce qu'on ne peut pas faire sans, on ne peut pas faire des choses avec un simple tableur Excel. J'ai modélisé toute la flotte NH90 pour présenter à la NAEMA, l'agence otanienne qui assure le MCO aéronautique du NH90. J'ai fait la même chose pour le Tigre également. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on doit beaucoup collaborer avec les clients pour bien comprendre leurs besoins opérationnels et au travers de la modélisation, inscrire dans les modèles les exigences pour évaluer, 1, la performance et 2, surtout le coût global de possession. Aujourd'hui, la dimension économique, forcément, elle est fondamentale et il faut coupler. On ne peut pas dissocier le couple coût-performance. Et donc, on doit donner de la visibilité et on doit bien collaborer avec les clients de manière à ce que les modèles soient affinés au fil du temps et également qu'on puisse comparer les scénarios. On prenait l'exemple tout à l'heure du porte-avions. On ne peut pas supporter une flotte hélicoptère sur un porte-avions comme on le supporte sur une base école. Donc, c'est vraiment une customisation et une adaptation des moyens industriels, puisqu'on est en parfaite relation. On est obligé de travailler sur une modélisation pour vraiment s'adapter et collaborer avec les clients pour atteindre la meilleure performance. Mais c'est un phénomène nouveau, ça, c'est parce que finalement, là, je ne sais pas, vous parlez d'Opus, ça c'est relativement récent ou bien alors c'est déjà depuis c'est monté en années. puissance parce qu'aujourd'hui on dispose de. Avant, on avait des modèles classiques. On avait un catalogue de prix, on réparait et on fournissait.
et on alimentait les stocks. Aujourd'hui, on a une dimension économique qui est beaucoup plus prégnante et on doit davantage s'adapter à des exigences spécifiques de tel ou tel client. J'ai fait un modèle assez récemment au profit d'un opérateur hélicoptère. La différence qu'il y a entre maintenant et avant, c'est que je ne lui ai pas proposé une offre classique du catalogue de Safran, je lui ai proposé une solution qui correspond exactement à son profil de mission, à son organisation, à ce qu'il recherche. Et c'est là que je me suis rendu compte, au travers de mes échanges avec les clients et avec la collaboration, c'est que le client a aussi besoin de travailler son besoin, son exigence, parce qu'il n'est peut-être pas forcément au clair avec son exigence lui-même. Quel est ton besoin? Est-ce que c'est de la disponibilité? Est-ce que c'est la mise à disposition d'un équipement dans un endroit donné? Et donc, le fait d'échanger et prendre le temps d'échanger avec le client nous permet de mieux modéliser des scénarios et les simuler pour être au plus près de la réalité. Et ensuite, avec le phénomène d'asservissement, on va dire, de rebouclage, eh bien, ça nous permet de voir si on a bien planifié et de remettre dans le dispositif, finalement, ce qui a été vécu pour pouvoir encore affiner au plus près le besoin du client. Et cette opération, je suis en train également de la mener pour une compagnie aérienne qui opère du 380, l'Airbus A380. C'est complètement différent, mais les principes sont les mêmes. Un opérateur A380, aujourd'hui, surtout que c'est une flotte qui est en train de revenir en ligne de vol avec moins d'opérateurs, mais justement ça, avec des obsolescences. Sur la partie aéro. Voilà, donc le principe est le même. On a besoin de se rapprocher du client pour collaborer et bien comprendre. Encore plus sur mesure. Là, c'est presque une supply chain sur mesure. La customisation et surtout optimiser le coût global de possession. Ça, c'est fondamental. OK. Moi, j'avais une petite question d'abord à Sébastien Fabre. Vous faites de AMOA, pardon, donc maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est plutôt sur la partie justement maintien en condition opérationnelle des avions, etc. Vous travaillez donc chez Sopra Steria, mais en soutien à la fois aux industriels ou à l'État. Est-ce que vous ressentez aussi une inflexion, quelque chose qui a changé en termes de supply chain ces dernières années? Est-ce que vraiment ça devient encore plus stratégique par rapport à la période avant Covid, par exemple? Oui, bonjour à tous. Donc, Sébastien Fabre. Moi, j'ai fait une première partie de carrière au sein du ministère des Armées, où j'ai opéré pendant 3 décennies. Et puis, j'ai rejoint Sopra Steria maintenant depuis 6 ans dans ce qu'on appelle le vertical aéronautique. Et donc, aujourd'hui, mes clients sont soit des industriels, les grands industriels de l'aéronautique, soit l'État, puisque notamment pour la DMAE, je suis en supervision d'un grand programme qui s'appelle Brasidas, qu'on a vu sur un ERP, hein, c'est ça, qu'on appelle ERP, mais qui est plus qu'un ERP, en fait, finalement, qui est un système qui va couvrir à la fois les besoins pour outiller, je dirais, les processus de la DMAE. On a vu les achats, la logistique, par exemple, mais on outille aussi l'exploitation des avions au plus près des forces, c'est-à-dire quand un avion vole aujourd'hui, vous le savez tous, ou un hélicoptère vole, quand il se pose, on a besoin d'exploiter des données de ces avions, à la fois pour dire combien de temps ils ont vieilli, est-ce qu'ils ont plus vieilli parce qu'ils ont fait une opération extrêmement dure ou moins vieilli parce qu'ils ont fait qu'un transit. Et de plus en plus, en fait, la data, on la manipule depuis l'emploi d'un aéronef jusqu'à son soutien, voire jusqu'à son démantèlement, puisque de plus en plus, on nous demande de suivre des équipements jusqu'à leur démantèlement, soit pour revenir dans la supply chain, parce que aujourd'hui, comme on l'a vu, Pierre Canal le rappelait, c'est long de fabriquer un équipement, donc si on peut en récupérer un qui a certes un peu vieilli, mais qu'on peut le remettre directement dans la chaîne, c'est plus important. Donc dans la défense, on fait aussi de l'économie circulaire. Et oui, et là, on ouvre des problématiques de continuité digitale, traçabilité, sécurisation de l'information, etc. Mais on pourra l'aborder tout à l'heure. Aujourd'hui, moi, je vois 2 grandes tendances. Chez nos industriels, ils doivent répondre à 2 enjeux. L'enjeu qui a été rappelé par Élie tout à l'heure, qui est la primauté, je dirais, face à des conflits armés. Donc, l'État demande à ses fournisseurs d'être servis, d'une certaine manière, de plus en plus en priorité.
De l'autre côté, les industriels, eux, doivent fournir à leur contrat, on va dire, privé, un certain nombre aussi de matériel, d'éléments, et tous sont engagés en performance. Et donc, l'équation est compliquée, parce que quand vous avez deux fournisseurs qui vous demandent, et vous fabriquez qu'un seul produit, il faut choisir vers qui on va se tourner. Donc, il y a des problématiques de priorisation. Et aujourd'hui, dans les systèmes d'information qu'on fait, on doit piloter cette priorisation, et ça part parfois de très très loin, puisque, comme on le dit, la structuration de la supply chain, elle va assez profondément dans les besoins. Et donc, aujourd'hui, on essaye d'automatiser ça avec de l'IA, avec des tableaux de bord et avec aussi des règles qui sont toutes bêtes. Et je vais vous en donner une. Dans Brasidas, on sait très bien envoyer du matériel en opération parce que ça, les flux allés, c'est facile. Quand on a besoin, on a un avion ou un hélicoptère qui est en panne à l'autre bout du monde, on arrive toujours à trouver un moyen logistique pour amener la pièce et le remettre en service. Sauf que cette pièce-là, c'est souvent des pièces critiques et on a du mal à faire revenir celle qui est cassée. Or, aujourd'hui, dans la structuration de la supply chain, comme elle a été expliquée, c'est l'industriel qui répare beaucoup moins. On a encore un industriel étatique qui s'appelle le SIA qui répare, mais ça repart beaucoup dans la supply chain industrielle. Et si on n'a pas cette pièce-là, on la désorganise. Et ben aujourd'hui, dans les systèmes d'information qu'on fait pour l'État, on ne demande plus à quelqu'un de piloter, on déclare juste que c'est un équipement critique. Et donc, on met des règles de logistique qui nous permettent de faire revenir automatiquement ces équipements. Voilà, on les priorise. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille énormément sur l'apport de nouvelles technologies, le pilotage de l'information, parce que sans information, c'est compliqué. Et tout ça, finalement, ça se fait avec des données. Et les données, donc, je pourrais citer mon patron qui a 88 ans, qui est le président de Soprasteria. Il a créé cette entreprise. Il me dit, il n'y a pas un seul système d'information qui a été mis en œuvre sans qu'on ait une problématique de reprise de données ou de data, d'une certaine manière. Et donc aujourd'hui, la clé, c'est tout le monde parle des data, mais qualité de la data, c'est aujourd'hui très compliqué. On a des systèmes hétérogènes. Je suis sûr que dans toutes vos entreprises, vous avez tous des fichiers Excel qui font une partie de votre activité. Alors c'est bien le fichier Excel, c'est déjà numérique, mais ce n'est pas suffisant. Et donc aujourd'hui, nous, on travaille énormément à habiller la donnée. Donc c'est à voir dans quel contexte, à qui je peux la donner aussi, parce que de plus en plus, les armées nous demandent de maîtriser ça. On est de plus en plus en intervention interarmée. Et demain, une donnée d'un équipement qui a volé sur un aéronef militaire, il faut que je puisse la donner à une autre armée qui a le même équipement, parce que souvent on les a achetés en commun, et qui va pouvoir l'exploiter. Il faut que je lui donne des données correctes. Et ça passe par la normalisation de la data. Et donc, on les a cités tout à l'heure, mais les normes ASD, 1000D, 3000L, 5000F, etc., ça permet d'échanger des objets, alors pour moi, du monde AMCO aéronautique, mais qui sont standardisés. Et une information veut bien dire la même chose pour tout le monde. Et ça permet de connecter des plateformes. Et donc, notre métier aujourd'hui, c'est on connecte des plateformes pour apporter de la valeur, pour tenir la performance. Voilà. OK. Je me tourne maintenant vers François Durieux. Vous avez une spécialité aussi sur ces sujets-là dans le cabinet de conseil chez Argon & Co. À la fois d'ailleurs sur l'aéronautique, on vous retrouvera dans la prochaine conférence inspirationnelle à 14h. Mais juste sur le sujet de la défense et de la BITD, justement, de tout cet écosystème, aujourd'hui, à travers des missions que vous avez faites, vous faites en ce moment, comment on fait pour parler, là on parle de synchronisation, évidemment, à la fois de la demande et de l'offre, etc., de la nécessité d'avoir aussi une gestion des risques de bout en bout, etc. Aujourd'hui, c'est quoi la réalité des projets en cours dans ce domaine-là ? Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis François Durieux, je suis un des directeurs associés d'Argon & Co et je m'occupe particulièrement du secteur d'aéronautique et de défense. D'abord, je tenais à dire que tout ce qu'ont dit mes camarades est tout à fait juste. Peut-être pour dire ce que nous, on voit quand on accompagne nos clients qui mettent en œuvre des projets d'amélioration de la performance de la supply chain pour fournir la chaîne de la défense. Il y a, je vais dire, 3 tendances que je voulais mettre sur la table aujourd'hui. La première, c'est peut-être une vieille tendance. Alors, ça va peut-être tous vous faire sourire.
Mais l'arrivée du Covid, on va dire la remilitarisation globale, on va dire au niveau européen, plus les montées en cadence qui arrivent, ont fait que des sujets de planification type SNOP ou PIC en français reviennent à la mode et reviennent à la mode très fortement. C'est-à-dire que les gens sont obligés de se replonger et ça redevient à l'agenda des directions générales des groupes, soit des équipementiers de l'aéronautique de la défense et aussi de leurs fournisseurs de rang 2 et 3. Et ces sujets-là reviennent très fortement et avec peut-être un prisme un peu différent de ce qu'ils avaient il y a 10 ou 15 ans où on se parlait beaucoup de est-ce que je vais réussir le ramp-up. Il y a bien sûr toujours cette dimension-là, mais il y a une dimension en plus de l'arbitrage entre est-ce que je dois fournir du neuf ou du MCO, qui étaient des dimensions qui étaient peut-être moins prises en compte avant et qui permettent en tout cas aux gens d'aller plus loin sur cette dimension-là. La deuxième chose qu'on voit, et je pense que ça rejoint ce que disait l'amiral Canal, c'est que de plus en plus d'acteurs se mettent à cartographier dans le détail leur supply chain. Donc fleurissent plein de projets autour de risques supply chain qui sont en partie outillés, comme vous le montriez avec des outils. Celui-là, je ne le connaissais pas, mais enfin bon, exactement, qui sont en partie sans outillés, faire de pub, qui sont malheureusement, à mon avis, trop faiblement outillés et qui vont le rester pendant beaucoup d'années du fait d'un certain nombre de secrets des affaires. Donc on peut rentrer, on peut être intrusif, mais jusqu'à une certaine limite chez ses fournisseurs et chez ses fournisseurs assez loin, qui nécessite encore d'avoir des gens qui est, on va dire, encore beaucoup d'actions humaines sur cette dimension-là. Surtout s'il faut aller jusqu'au rang 7. Là, exactement, le rang 7, on imagine bien que c'est des gens qui vont faire des puces, ou, enfin en tout cas c'est souvent eux qu'on retrouve au bout. Donc ça, ce sont des sujets vraiment d'actualité. Et le troisième sujet, à mon avis, qui est important, et je sais qu'on est pressé par le temps, c'est le sujet de continuité numérique. Alors je pense qu'on l'a tous dit d'une manière ou d'une autre. Ce sujet-là, il est toujours d'actualité. Tout le monde, je pense, c'est le Graal de tout le monde de se dire que tous les systèmes se parlent. On a, je pense, au sein de nos clients, des gens même, au sein même de nos clients, c'est-à-dire des gens entre les gens qui développent les produits, les gens qui vont les fabriquer ou les maintenir, donc ça va plutôt être du monde du PLM et de l'ERP, déjà encore des sujets de continuité numérique ou à assurer. Et ces sujets-là, ils sont pas morts. Et je pense qu'il y a la dimension en plus que vous ameniez juste avant, qui est bien sûr de comment on essaie d'aller le plus possible vers ses clients pour pas rater. Et ça, je pense que c'est des tendances un peu nouvelles et qui ont émergé depuis 4-5 ans. Et on voit des projets fleurir autour de ça. Nouvelles dans la défense. Dans la défense, ouais. Dans la défense et moi je travaille aussi dans l'aéronautique. Ouais. Les sujets sont relativement similaires pour des raisons non pas de disponibilité de l'équipement pour que les armées puissent assurer leur mission, mais plutôt pour que les compagnies aériennes puissent transporter des voyageurs et de la profitabilité. C'est juste pas le même indicateur qu'on prend, mais c'est la même logique. Ok, Sébastien, j'imagine que continuité numérique, ça a fait tilt. Bah oui, forcément. Donc effectivement, nous, aujourd'hui, c'est notre cœur de métier de transporter la donnée pour pouvoir offrir des services, faire l'activité d'une certaine manière. En fait, je voulais réagir parce que moi, je sens quelque chose d'assez nouveau chez nos clients. C'est que jusqu'à maintenant, ils avaient leur système d'information et il fallait qu'on consomme la donnée qu'ils étaient capables de produire. Ils nous donnaient une configuration, c'était celle-là qu'il fallait prendre. La vraie tendance que je vois, avec surtout la 5000F, etc., c'est qu'ils pensent plus comment ma donnée que j'ai fournie à un moment donné est exploitée par mon client ou mon client final, celui qui est au bout de la chaîne, cycle de vie des données. Cette donnée-là, quand elle aura été modifiée, améliorée, etc., je puisse la récupérer pour améliorer mon process. Et de plus en plus, mes clients me disent qu'ils ont besoin d'être accompagnés plus par comment va être exploité le système par un client comme la DMAE dans un Brasilas, pour que les données qui sont fabriquées ou qui sont entretenues par ce client-là puissent remonter dans leur système et que leur système soit capable de la prendre en compte et de l'analyser. Et on a énormément de projets aujourd'hui où on réforme les systèmes dits legacy, originels de nos industriels, pour qu'ils soient compatibles de cette chaîne. Et ça, c'est extrêmement marquant. Le deuxième, c'est effectivement la continuité numérique. Donc, je l'ai déjà dit sur les affaires des normes. De plus en plus aussi, on associe, nous, d'autres services qui sont la garantie que la donnée
ne va pas être abîmé ou modifié, hein. On donnait l'exemple du piratage d'une supply chain. Le piratage de la donnée, ça existe aussi. Et donc, on y associe beaucoup de technologies autour du transport de la donnée pour garantir du point à point. L'État nous demande, aujourd'hui dans Brasidas, on a une plateforme qu'on appelle échange État-industrie et pour lequel on demande aux industriels d'échanger des données normalisées et il faut être sûr que c'est bien Safran qui parle, c'est bien Airbus qui parle et en plus il m'a donné la donnée que je souhaitais et dans la qualité que j'avais besoin aussi parce que si on accepte une qualité assez mauvaise de la data, et ben finalement on a des problématiques derrière, ça ne fonctionne pas. Les automatismes qu'on met en œuvre, vous savez, les ordinateurs, ce n'est pas très intelligent. Si la donnée n'est pas bonne, les algorithmes ne seront pas bons. Voilà. Bon, juste peut-être, après je vais me faire vraiment taper sur les doigts, là. On a pas mal dépassé, mais Laurent, juste sur justement cette synchronisation des données entre les industriels et le client étatique. Aujourd'hui, est-ce que vous attendez quelque chose d'une évolution ou bien aujourd'hui ça fonctionne comme... est-ce qu'il y a des données ou des échanges d'informations, notamment en termes de prévision, de simulation, qui vous seraient utiles aujourd'hui ? Alors, de notre côté Safran, mais je pense que c'est vrai pour tous les industriels, ce sujet de qualité de la donnée, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, je travaille par exemple sur des plateformes collaboratives qui permettent de partager avec un client son encours de réparation et son encours de commande de rechange. Ma difficulté, côté Safran, c'est que notre système soit doté d'informations à jour et actualisées. Donc en fait, c'est un travail interne à faire et une acculturation de notre personnel à avoir cette rigueur de qualité de la donnée de manière à pouvoir la transmettre. Ce n'est pas une question de moteur ou c'est une question de tuyaux et d'aspiration de données, c'est une question de données à la source. Et ça, la source, eh bien, ce sont les collaborateurs qui en sont responsables au quotidien. Et il faut responsabiliser ces gens-là de manière quotidienne et former ces gens-là aussi, les former. Et je pense que chez Safran, c'est un élément très important puisque dans le cadre de la transformation digitale du groupe Safran, nous avons inscrit un stream qui s'appelle Data 4.0 et qui consiste aussi à former l'ensemble de nos personnels, de collaborateurs jusqu'aux managers, pour le sensibiliser à la qualité de la data. Voilà. Et donc ça, effectivement, ce travail doit se faire en interne et après, une fois que la donnée est propre, eh bien, elle suit son chemin et les connecteurs vont faire leur travail. Ok, je suis désolé, mais je crois qu'il faut qu'on conclue. Déjà, merci beaucoup, merci d'avoir témoigné. Je pense qu'on peut vous applaudir. Et puis, donc c'est vrai qu'on a pu voir à peu près quand même le paysage, même si je suis désolé de pas. J'ai encore d'autres questions, mais voilà, il faut qu'on passe. Alors, il y a une remise de prix. Alors, c'est marrant parce qu'il y a plusieurs remises de prix traditionnellement à Supply Chain Event. Mais là, c'est une remise de prix vraiment sur les innovations par l'agence numérique l'agence numérique de défense. Hein, c'est ça, AND. Je vais te laisser la parole, tiens, parce que je ne sais pas d'ailleurs qui vient pour les remettre, ces prix. Mais je laisse la parole au maître de cérémonie, Élie Saint-Charles. Oui, donc c'est l'occasion et l'opportunité au sein du salon de remettre des prix à ceux qui contribuent le plus pour nous à apporter une vraie valeur ajoutée à la défense dans ces opérations. Et je ferai venir sur scène Colonel Lenoir, qui va se présenter et qui aura cette charge de remettre le prix à la fois effectivement des systèmes d'information en premier lieu et ensuite de la technologie supply chain. Alors. Bien, bonjour à tous, je suis le colonel Lenoir, adjoint à la division soutien de l'activité à l'état-major des armées. Je ne sais pas si on m'entend bien. Ouais. Donc je disais, je suis le colonel Lenoir, adjoint à la division soutien de l'activité au sein de l'état-major des armées. C'est une division qui, entre autres domaines, se charge de tout ce qui est organisation haute de la supply chain pour les armées. Et à ce titre, on est assez souvent en contact avec les industriels
pour se challenger d'une part, et puis aller chercher les bonnes idées, les innovations qui vont nous permettre d'améliorer encore nos dispositifs. Dispositifs qui ont ceci de particulier, parce qu'il y a un des intervenants qui a évoqué le sujet du besoin qu'il fallait bien décrire avant de pouvoir constituer une supply chain. On a quand même un besoin qui est très spectre large. Au quotidien, notre besoin, c'est que notre supply chain soit efficace, ne coûte pas très cher, soit très efficiente. Mais notre supply chain doit être aussi la dernière à fonctionner quand tout autour se sera arrêté. Je pense que là, on a un beau défi pour exprimer un besoin cohérent et réalisable. On a beaucoup parlé de l'importance de la modélisation, de la simulation et comme clé de la performance des armées. Et ça, j'espère, on va renforcer cette compétence, cette expertise. Et on a décidé à l'unanimité de remettre le prix. Ah, faut que ça avance. Suspense. Au groupe Systécon, merci de monter, pour sa solution Opus Suite. I'm very, very happy to greet you in this exhibition. It was a very great challenge for us, and you have come from Sweden, and it's a very great honor for us to present you this trophy. Has a very important element for us to enhance our global performance, and all your investment concerning this specific tool, by very powerful one and very useful for us. Thank you very much. I'll just. Well. Thank you. I'll just say some small words. I have a note here. First of all, thank you for having us here. It's a huge honor. And again, I'm deeply honored to accept this prize on the behalf of Systécon. The art of sustaining and supplying military operations and military systems is truly important when we look at today's development in the world. It is critical to keep our systems operational, and this is the essence of what we call life cycle management, which is at the core, at the mission of Systécon. At Systécon, we've always focused on providing analytic tools to support decision-making within life cycle management. This award validates our efforts to create impactful solutions, and we see it as a testament of the value that we are creating with our software. And we foresee to continue to contribute to data-driven decisions that enhance the safety and efficiency and improves the operational capabilities of our system. Moving forward, we are committed to continue to develop these methods, continue to develop these systems, and further supporting this very important field. And again, thank you for this award, and thank you everyone who has made this possible. Thank you. Thank you very much. Do you allow me to ask you a very short question? Does Systécon provide the tool Opus for other fields as different from military operations in the supply chain, in other fields of the supply chain? Yes, although military operations is
the majority of our customers Yes. is within military operation, but we are supplying the software, for example, within rail. We are supplying the software with customers within Aerospace. aerospace, energy, and mining. So there are different. So heavy industry. Yeah, heavy industries. But again, the military supply chain is at our heart, and again, as the development in the world today, it couldn't be more important. Okay, thank you very much. Thank you. Donc le deuxième prix concerne la technologie de supply chain. Je ne sais pas si tu voulais en dire un mot. Et ce prix a été décerné à la société Copernic. Bonjour. Voilà. Je suis assez. Je vous remercie tous, voilà, première chose. Je représente la société Copernic, mais notre PDG, donc Kevin Lecuivre, n'a pas pu venir, puisque comme vous le savez, ce n'est pas de la supply chain, mais ça pourrait en être un peu, c'est un peu lié. La ligne à grande vitesse Paris, Lyon, Marseille est en travaux pour changer tout le système de signalisation. Et donc voilà, donc notre PDG n'a pas pu faire le déplacement. Il se trouvait que j'étais sur place, donc je le représente avec plaisir. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez nous dire un petit mot sur votre, votre activité et l'outil de Copernic? Oui, je vais vous en parler un petit peu. Même si au sein de Copernic, ce n'est pas mon métier. Moi, je m'occupe des systèmes d'information, mais je suis quand même au courant de ce qu'on vend et de ce qu'on fournit donc, au ministère des Armées. C'est donc un système qui permet la traçabilité des gilets pare-balles et qui va donc permettre à l'armée de savoir où est-ce qu'ils sont et dans quel état ils sont. Puisque, si j'ai bien compris, rien n'est moins utile qu'un gilet pare-balles abîmé. Hein. Et donc, on a utilisé la technologie RFID pour cela et développé un logiciel qui permet ensuite de gérer toute cette traçabilité en prenant en compte, évidemment, les besoins et les contraintes du ministère des Armées. C'est la traçabilité aval, là, pour le coup. C'est pas les fournisseurs, c'est oui, l'utilisation. Exactement. C'est l'utilisation et donc le maintien en conditions opérationnelles dont vous avez parlé auparavant. Et donc, voilà, c'est la spécialité une des spécialités de Copernic, c'est de fournir ce genre de service avec non seulement la préparation, et la gestion, mais aussi la vérification sur site, donc avec des tablettes et des PDA renforcés qui permettent ensuite d'aller vérifier en situation que le produit est dans l'état dans lequel on pense le trouver, quoi. Et même question, vous avez aussi d'autres clients qui ne sont pas dans le domaine de la défense, ou vous êtes vraiment focus sur la défense? Non, pas que dans la défense. On essaie de couvrir un large spectre d'activités. Évidemment, plutôt de l'industrie pour ce qui est de la traçabilité, mais ça peut être aussi du service, des services de blanchisserie, par exemple. C'est pas du tout. C'est de la supply chain pour les hôtels, mais c'est. Okay. Voilà. En utilisant la RFID. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bon, Élie, je te laisse le mot de la fin, parce que c'est à tout seigneur, tout honneur. Et puis surtout, là, oui, voilà. Donc, le mot de la fin va être relativement court. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé donc à cette conférence. On essaiera, avec ton autorisation, d'en faire une l'année prochaine pour montrer tout l'avancement. Et vous voyez qu'on a tellement de choses à dire.
En tout cas, merci encore. Je remercie les deux nominés, Opusite et donc toute son équipe, directrice marketing, qui sont venus, et Franck Ramarozon, qui est le directeur général France et qui est là au quotidien pour nous aider à monter en expertise. Et puis la société Copernic pour tout son investissement ces dernières années et de continuer à nous aider dans ces sujets de traçabilité et de visibilité de la chaîne logistique qui sont très cruciaux dans nos métiers. Merci à vous.